ma vie, il y a le sport qui est entré, qui en est plus jamais sorti. Moi, la course à pied est devenue un art de vivre, c'est devenu une passion. La course à pied en surpoids, la course à pied en situation d'obésité n'est en aucun cas un frein. Il faut arrêter de concevoir le corps humain comme une voiture. Bellavi, c'est un scientifique qui a voulu regarder ce qui se passait au niveau des disques intervertébraux quand on courait. Il a pris 3 groupes, un groupe qui était sédentaire, un groupe qui courait 30 km par semaine et des coureurs qui couraient 50 km par semaine. Et ce qu'il a remarqué, c'est que plus tu courais, plus tu avais des disques qui étaient hydratés, qui étaient en meilleure santé. Je n'ai pas réfléchi à un moment donné dans ma vie, quand j'avais 15 ans, quand j'avais 20 ans, quand j'avais 30 ans, est-ce que tu vas avoir des problèmes d'articulation à 50 ou 60 ans, quoi. J'ai juste vécu des moments fantastiques et d'être simplement heureux de faire ce défi, de ce challenge avec moi-même. Le bénéfice que j'ai eu moi dans ma vie grâce à la course à pied, il est tellement puissant, il est tellement fort. Moi, mon problème, il était autre. Il était 60 ou 80 kilos de plus que la moyenne. À partir de là, tes problèmes d'articulation, que tu cours pas, tu les auras. La nourriture me fait peur parce qu'elle est capable de me faire du mal aussi et de me rendre coupable. J'ai un sourire, j'ai une décontraction, j'ai une joie de vivre apparente, voilà. Et en fait, à l'intérieur, ça bouillonne. Je sais que je serai toujours en train de naviguer entre deux eaux et que je serai jamais tranquille jusqu'au dernier souffle. Faut croire en ses rêves, faut adapter ses rêves à sa réalité. C'est un petit peu ce que je fais. 80% d'entre vous ne sont pas encore abonnés à notre chaîne. Avez-vous peur de l'engagement? Avez-vous une autre chaîne préférée de santé que la nôtre? Plus sérieusement, abonnez-vous. Raph et moi, on se donne à 100% pour vous inviter les meilleurs experts et vous donner le meilleur contenu possible. Alors, abonnez-vous pour nous donner une meilleure visibilité et pour donner encore plus envie aux experts de venir sur notre chaîne. Merci encore. C'est parti pour l'interview. Vincent, tu as toujours été en surpoids? Oui, on peut dire ça. Du plus lointain dont je me souvienne, je crois, donc je pense dès l'âge de 6-7 ans, j'ai eu les premières prises de poids. Donc on peut dire que j'ai toujours été en surpoids. J'étais déjà un petit bébé un petit peu dodu, on appelait potelé. Et puis ça m'a suivi longtemps. Et puis après, c'est à l'adolescence que le grand surpoids commençait à poindre. Et puis à l'âge de raison où là ça s'est complètement ancré en moi et c'est devenu entre guillemets problématique, on va dire. Voilà, c'était au début le surpoids et puis le grand surpoids et puis on est arrivé à la phase d'obésité assez rapidement. Comment tu peux expliquer en fait cette situation? Est-ce que c'était ça remonte dans ton enfance, cette situation de surpoids? Est-ce que c'est parce que tu as vécu une enfance qui était pas commode? Est-ce que c'était parce que tu n'as pas eu forcément d'éducation alimentaire? Est-ce que tu as réfléchi aussi à cet aspect-là dans ta prise de poids? Alors, il m'a fallu longtemps pour un peu faire le retour en image sur cette enfance finalement. Il y a un peu de tout. Il y a l'éducation, il y a une maman qui était déjà malade, on appelait ça malade des nerfs à l'époque, et en obésité, donc avec des troubles de l'alimentation, hein, de l'hygiène alimentaire, et évidemment j'ai baigné dans ce cocon, et forcément ça m'a pas inspiré comme il fallait, donc oui, j'ai connu des problèmes d'alimentation et de gestion de mon chemin alimentaire très tôt, mais bon, je m'en apercevais pas à l'époque puisque j'avais pas l'âge pour prendre conscience de ça. Quand j'ai lu ton livre, pour moi t'as vécu quand même une enfance qui a été difficile, mais ce qui était intéressant, c'est que quand on a discuté, toi tu l'as vécu comme quelque chose de normal. La perception qu'on en a déjà dans le vif du sujet, quand tu es enfant, tu ne subis pas forcément toutes les situations puisque tu es acteur, tu n'as pas conscience, peut-être que quand j'allais voir des amis, des jeunes copains qui avaient des situations familiales un peu plus stables, je me disais ouais, il y a peut-être quelque chose qui coince chez nous. Mais étant enfant, moi j'étais toujours dans l'action, j'ai été paré à faire certaines choses que j'aurais peut-être pas dû faire normalement en temps normal pour un enfant de mon âge, mais en tout cas ça m'a pas gêné à cette époque-là. Voilà, on fait les choses qu'on a à faire, point, c'est tout. Tu es dans cette situation, tu vis le moment et tu te poses pas les questions. Ouais, voilà. Ouais. Et la difficulté, en fait, c'est après le coup. Et puis, évidemment, plus tard, quand j'ai vu que ma santé avait pris un petit coup dans l'aile, que je me suis aperçu que, j'ai compris qu'il y a tout ce passé qui avait agi, en fait, hein, et qui avait influencé la personne que j'allais devenir. Dès l'adolescence, j'avais endossé le costume d'un second père pour soulager le fardeau de mon propre père.
En fait, dans ton livre, quand même, tu décris tes parents comme 2 vies abîmées, 2 rêves inaccomplis. Qu'est-ce qui manquait à tes parents pour être heureux? Alors, on pourrait dire l'argent, non, mais l'argent ne fait pas le bonheur, c'était pas le moteur. On peut dire que ce qui manquait, c'était surtout la santé, et la santé de ma mère en particulier, puisqu'en fait, c'est ce qui a déterminé notre situation de famille, et ce qui est un peu détruit une partie de notre famille. C'est-à-dire que la santé de ma mère, voilà, quand tu as une maman qui passe jusqu'à 10 mois sur 12 en hôpital psychiatrique, ou en maison de repos, ou en maison d'amincissement à l'époque, ou en pneumologie, c'est qu'il y a un souci. Donc en fait, ça a déterminé véritablement l'état de la famille et la fatigue de mon père qui lui travaillait, s'occupait de moi, s'occupait d'elle, voilà. Et moi, à un moment assez tôt. Alors j'ai pas de date exacte ni d'âge exact, mais assez tôt j'ai pris un chemin pour soulager quelque part mon papa que je voyais faire 10 000 choses ou ne pas être là parce qu'il travaillait et qui donc voilà, faire la cuisine, faire l'intendance, faire le ménage, faire les lessives. Un rôle de père quand d'autres devraient jouer au Lego. Peut-être, mais en même temps, tu vois ça dans beaucoup de familles. Il y a ces familles nombreuses où c'est le grand frère ou la grande sœur qui gère les devoirs de tous les enfants et tout. J'ai jamais vu quelque chose d'anormal en fait. J'ai vu quelque chose de logique. Plus tard, ensuite, dans l'analyse que j'en ai faite, c'est vrai que je me suis dit oui, j'ai fait une sorte de substitution du rôle du père pour essayer de seconder en fait ce père qui était déjà qui donnait déjà tellement pour nous, quoi. Et donc ton père sacrifiait sa vie à essayer de nourrir sa famille et puis à s'occuper de ta maman? Oui, il y a rien de surprenant. On retrouve beaucoup de gens comme ça où c'est le père de famille qui l'accompagnement, dans l'accompagnement, tout en ayant un travail, en répondant aux besoins de subsistance, voilà, et en même temps en se privant lui-même de certaines choses, voire de s'alimenter pour pouvoir payer tout ce qu'il fallait pour pouvoir faire fonctionner cette famille et aider sa femme et aider son fils. Qui es-tu, Vincent? Je vais te laisser te présenter quand même. Oula, vaste sujet. Vaste question. Aussi large que moi. Qui je suis? Je suis un homme dans son temps, de bientôt qui a 54 ans, bientôt 55, quelqu'un qui vit dans son époque, qui est un père de famille heureux. Marié à une femme formidable, une femme médecin dont je suis toujours fou amoureux et toujours très admiratif, parce qu'elle aussi, il y a eu des combats qu'elle a menés et qui forcent l'admiration. 3 enfants magnifiques, une belle maison, il ne manque plus que le chien. J'ai presque la totale. Mais j'ai un boulot passionnant, le travail que je voulais faire quand j'étais jeune. Tu sais, quand on marque, on te demande, tu veux faire policier, puis pompier, puis dessinateur publicitaire, c'était le 3e, et puis petit à petit, tu vois, ça remontait dans le truc, et c'est devenu finalement c'est génial, une part de mon métier, tu vois. Donc même si c'est pas exactement le métier auquel je pensais, en tout cas, je suis dans ce domaine-là et je baigne dans ce domaine-là, donc j'ai réussi de ce côté-là, en plus professionnellement, à m'épanouir pleinement, quoi. Moi, je te rejoins parce que les gens le savent pas, mais moi, j'ai toujours rêvé aussi d'être kiné. C'est-à-dire que en 3e, je me rappelle d'un stage de 3e, j'ai décidé de faire un stage chez un kiné et j'étais là dans une balnéo en train de flotter, en train de bouger un genou et je me suis dit, mais on peut être payé, vivre de sa passion, de son travail, en étant dans un jacuzzi, en train de mobiliser un genou. J'ai fait, mais c'est extraordinaire. Bon, après, j'aimais aussi le sport, l'anatomie, et cette envie aussi d'aider les gens. Et c'est pour ça que j'ai vraiment eu, dès le lycée, ces petits picotements, ces petits papillons. Les étoiles dans les yeux. Voilà, les petites étoiles dans les yeux, exactement. Et c'est quoi ton caractère à toi? Quel est ton caractère? Comment tu te décrirais? Alors, comment je me décrirais? Je pense jovial, bonhomme au sens bonhomie du terme, c'est-à-dire quelqu'un de un bon épicurien qui aime la vie, qui aime les gens. Ça, je pense que de ce côté-là, je suis un homo sociabilis
convaincu et même réputé maintenant. Non, je suis un amoureux de la vie, un amoureux de la nature. Voilà, je suis un garçon simple, je pense. Ce qui m'a donné une impression, c'est que tu es quelqu'un de très jovial, mais par contre, j'ai l'impression que tu as une carapace quand même malgré tout. Ça veut dire que est-ce que tu te décris comme quelqu'un d'anxieux? Est-ce que tu connais un petit peu le lâcher prise? Est-ce que tu arrives à être pareil de l'extérieur et de l'intérieur? On parle souvent de paradoxe ou de double personnalité. Ou voilà, moi j'ai l'impression que tu as mis le doigt sur quelque chose qui me touche particulièrement. C'est-à-dire que tout ce que l'on voit à l'extérieur de moi n'est pas forcément ce qui est à l'intérieur. C'est-à-dire que j'ai un sourire, j'ai une décontraction, j'ai une joie de vivre apparente, voilà. Et en fait, à l'intérieur, ça bouillonne, ça, dans la tête, c'est jamais tout à fait clair. Il y a parfois des phases sombres, il y a de la mélancolie, il y a de l'anxiété. Ça se reflète évidemment dans mon corps, avec des crispations, avec les boyaux serrés. On parle tout souvent de ça. J'ai souvent ce sentiment-là. Le lâcher prise est quelque chose que je ne connais pas vraiment. C'est un mot pour moi, c'est une expression, mais c'est quelque chose ça fait partie de ma dualité. Je pense que c'est-à-dire ça, le lâcher prise. Tu n'arrives pas à être détendu, à vraiment te dire je suis serein. Là, tu n'as pas touché une sorte de sérénité. Rarement, et on en parlera peut-être après, mais oui, ça m'arrive, mais c'est vraiment épisodique, ou c'est dans le temps et dans une journée, dans une semaine et tout. J'ai des moments de sérénité, mais je ne suis pas serein. C'est pas dans mon ADN. Quand est-ce que tu as ces moments-là? Je les ai après un effort sportif. Voilà, c'est on va dire le moment, l'instant numéro 1 dans ma vie. Voilà, c'est quand je produis un effort, que je dépasse un petit peu mes limites, que je me fais mal, mais c'est pas un vrai mal. Ça me fait du bien, et c'est dans ces moments-là que j'arrive on pourrait dire que j'arrive à lâcher prise. Voilà. Qu'est-ce qui te rend anxieux dans ton quotidien? Tout. Je pense que j'ai des peurs qui sont un petit peu étouffées, qui sont latentes. C'est des peurs, c'est pas voilà, j'ai pas une peur de la mort. Mais comme nous tous en effet, on a tous beaucoup. Comme beaucoup, il y a des gens qui sont toujours à la limite un peu du burn-out, on en parle beaucoup. On a vraiment galvaudé un peu le mot, mais ce qu'on appelait la dépression latente ou des choses comme ça. Moi, j'ai peur un petit peu dans mon travail. J'ai peur de jamais être à temps. J'ai peur pour mes enfants. J'ai peur et puis j'ai des peurs, des angoisses qui ne sont pas rationnelles. Okay. Voilà. Je peux pas. Quelquefois, c'est purement émotionnel. Est-ce que tu as pas des exemples à nous donner, par exemple sur un cas précis où je sais pas, tu vas être dans un contexte, tu vas être dans le métro tranquillement, et puis tu vas sentir ton cœur qui bat pour une certaine raison, pour une émotion qui est passée, pour une sensation? Émotionnellement, en fait, je suis très, je crois que je suis dans la catégorie des hypersensibles, en fait. Émotionnellement, j'ai pas besoin d'aller dans le métro, en fait. Si tu veux, par rapport à, je vais prendre la perte de proches, qui est peut-être les choses qui m'ont le plus marqué à un moment. En fait, ce sont des choses, le deuil d'une personne, ce sont des choses que j'ai en continu. C'est-à-dire que dans ma time-lapse de temps d'une année, en fait, j'ai des choses qui sont récurrentes, tu vois. J'ai comme ça un fond de mélancolie en pensant aux gens, en pensant à des histoires, voilà. Mais c'est là, et je n'arrive pas forcément à les extérioriser ou à les mettre de côté. Okay. Et voilà. Comme s'il y avait quelque chose de cyclique où tu vas avoir une date ou un moment ou une pensée ou un geste qui va te rappeler ce que tu as pu vivre avec cette personne-là, et qui va te rappeler aussi ces souvenirs-là. Ok, d'accord. Et ce que j'avais cru comprendre aussi, c'est que tu sais pas dire non. Tu arrives à dire non? Oui. Non. J'ai essayé, hein. C'est bien. T'as tenu une seconde. J'ai une seconde. Ouais, j'ai tenu. Non, non, j'aime, genre, je sais pas si
si c'est mal placé ou pas, mais j'aime rendre service, j'aime apporter ce que je peux apporter, ou quelquefois ne rien apporter parce que à force de dire oui à tout, quelquefois on n'apporte pas forcément ce qu'il faut. Donc on peut se noyer dans un verre d'eau très facilement aussi. Donc oui, mais je sais pas. J'ai appris dans mon travail. Ça a été quelque chose qu'il a fallu que j'apprenne, mais j'ai bien attendu les dernières années là, donc depuis la cinquantaine, tu vois, commencer à dire, ou même dans ma vie de famille ou ma vie conjugale aussi. Hein, ce sont des choses où moi avant oui. Puis en fait, après, on se retrouve acculé parce que certaines situations, on se laisse dépasser. Et moralement, tu l'as subi, ça? Moralement, tu te dis que tu assumes parce que tu penses que tu es jovial, parce que tu penses que tu es fort, parce que tu as la carapace. Mais en fait, à l'intérieur, au bout d'un moment, à force de vouloir tout assumer, tu n'assumes plus rien du tout. Donc, non. C'est quoi tes échappatoires, toi? C'est quoi que t'aimes bien? Est-ce que t'as des moments où tu accèdes, on va dire, à une détente avec des outils, toi, dans ton quotidien? Oui. Alors ça aurait pu être les arts plastiques puisque j'étais un petit peu prédisposé au dessin, ou voilà, ce que j'utilise aussi dans mon métier, hein, dans ma profession. Mais en fait, voilà, je me suis retrouvé quelquefois devant une toile, devant une page de BD, j'aimais bien dessiner tout ça. Et puis en fait, ça n'a pas été ça. Voilà, d'accord, ça te permet pas de t'évader? Non. Ah, j'aurais juré que non, ça permet un moment de m'évader, mais ça n'a pas eu la même puissance. D'accord. Que la rencontre que j'ai eue avec le sport. Voilà, c'est à un moment donné, le sport est entré dans ma vie, le sport et aussi la nature. Enfin, il y a plusieurs choses qui sont liées à ça. Mais à un moment donné dans ma vie, il y a le sport qui est entré, qui en est plus jamais sorti et qui lui a été on va dire le moteur de mon équilibre. Donc le sport t'a apporté un certain équilibre. Tout à fait. Ma question, c'est que le sport, est-ce que tu l'utilisais comme un Doliprane pour essayer de soulager une souffrance que tu peux avoir, ou plutôt une vitamine qui vient te donner de l'énergie? Est-ce que ou au contraire, tu l'utilisais d'une autre manière, juste comme un moyen de compléter certains brides de ta vie? D'abord, comme c'est arrivé très tôt, là aussi, donc au moment de mon adolescence, j'ai pratiqué un peu plusieurs sports. En tant que Marseillais, étant né à Paris, mais Marseillais quand même, j'ai joué au foot. Voilà, j'ai fait de l'escalade, j'ai fait du vélo. On appelait ça le cyclotourisme à l'époque. Marseille, ils sont bons au foot? Ouais, ils sont bons, bien sûr. Autant que les Parisiens. Non, voilà. Donc j'étais prédisposé à faire plein de sports, j'ai touché à pas mal de choses, et puis il y a un sport qui me tendait pas forcément les bras, voilà, on va en reparler. Est arrivé la course à pied pour lancer un peu le débat, et je suis tombé dedans, et là oui, ça a changé le cours de ma vie. Tu m'avais dit, tu étais tombé dedans comme Obélix dans la marmite, exactement. L'image me convient bien. Toi, tu as lutté donc toute ta vie contre ton poids. Qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu étais en lutte contre ton poids? Qu'est-ce que tu as pu faire pour... Finalement, je me demande si j'ai été contre mon poids ou avec mon poids. C'est-à-dire que finalement, le poids m'a accompagné parce qu'il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu cette période de l'adolescence où tu as des prises de poids qui sont importantes, mais tu arrives encore à gérer parce que tu es jeune et compagnie, même si après ça pose plusieurs problématiques, la séduction, voilà, tout ça, t'as plein de trucs quand t'es jeune qui sont un petit peu problématiques, mais le poids a toujours été quelque chose qui était avec moi, c'était en moi. Donc lutter contre, bien sûr que j'ai essayé de faire des régimes, ce qu'on appelait, mais bon, je voyais que chez ma mère c'était pas... T'en as fait? Oui, j'en ai fait, mais bon, c'était pas concluant. C'est plus tard, à partir de la trentaine, où là j'ai eu des prises de poids massives. Et à la prise de poids massive, réponse massive aussi, d'essayer de tout perdre, donc de se mettre dans des diètes incroyables. Ou tu te privais complètement? Ah oui. Culpabiliser après? Complètement. Enfin, tu culpabilises tellement quand tu prends du poids que la culpabilité quand t'en perds, c'est plutôt l'estime qui revient quand même. Hein, donc non, j'ai toujours été dans un combat, certes, mais le poids a toujours été en moi. J'ai pas
Me battre contre, finalement, je m'aperçois qu'avec le temps, je me suis pas tant battu que ça contre. Explique-moi un petit peu ta relation avec la nourriture. T'as toujours une relation conflictuelle avec la nourriture? Oui. Ouais. Après, j'ai rarement une relation plaisir, en fait. C'est bien sûr que j'aime une bonne viande, un bon fromage. Enfin voilà, je suis pas épicurien pour rien, hein, donc comme tout le monde. Mais en même temps, comme la nourriture me fait peur, parce qu'elle est capable de me faire du mal aussi, et de me rendre coupable, et donc avec enchaînement d'augmenter mes angoisses, voilà, donc je m'en méfie comme de la peste, et je l'utilise pas comme il faut. C'est-à-dire que voilà, c'est souvent je l'utilise pour combler une peur ou une anxiété, et donc je l'utilise pas comme un plaisir au quotidien. Tu vas pas apprécier ton assiette, tu vas pas regarder un peu les saveurs, les déguster, prendre le temps certains moments. À certains moments. Mais pas dans le quotidien. Dans la routine quotidienne, c'est pas comme ça que je fonctionne. C'est un moyen de substantation, hop, on y va, c'est rapide, remplir. Okay. Pourquoi penses-tu qu'en fait tes pertes de poids ont été un échec? Déjà parce que je pèse toujours un poids anormalement haut quand même, donc on peut pas dire que mes pertes de poids sont efficientes sur la durée. D'abord, on connaît depuis longtemps les effets yo-yo, l'effet pervers de l'obésité et de la boulimie, hein, c'est-à-dire que tu as des cycles, hein, tu montes, tu descends, et plus tu le fais, plus tu montes haut, plus tu descends bas, mais tu remontes très haut. Enfin, c'est que tu vas perdre du poids, mais tu vas perdre du muscle, et donc du coup tu vas consommer du muscle avec la perte de graisse, et puis ensuite quand tu vas remonter, tu auras plus de graisse que de muscle, et puis ça continue. Et puis comme tu es dans l'excès quand tu manges, puisque tu deviens macrophage, faut pas oublier ça, hein, ton estomac se dilate, et donc forcément tu vas manger plus que de raison, puisque t'es pas là à calculer forcément. Maintenant je le fais, mais tu es pas là à calculer tes calories, donc tu remplis, mais après quand tu veux perdre, tu t'astreins à quelque chose de très difficile, c'est-à-dire que tu t'astreins, tu fais pas les choses à moitié. Non, moi dans les deux cas, je suis. T'as jamais fait les choses à moitié? Non, jamais, toujours dans le combat extrême. Oui ou non. Commando, voilà. Noir ou blanc. Ouais. C'est-à-dire que dans tes stratégies de perte de poids, t'avais ce côté-là où tu avais besoin de te mettre une grosse restriction. C'est-à-dire que tu ne vas pas essayer de créer des changements d'habitude, mais plutôt te dire je veux perdre de poids, je dois y arriver, et donc je vais me priver, je vais me sanctionner un petit peu. Bien sûr. Et ce qui me fait dire, c'est que dans ton livre aussi, tu as utilisé ce champ lexical un petit peu de la guerre que tu décris dans tes tentatives de perte de poids. Combat incessant et perpétuel. Toujours garder ce contrôle et descendre un à un chaque kilo comme on flinguerait un ennemi. Et ne jamais battre en retraite. Un combat de petites victoires, de grandes défaites ou parfois l'inverse. Tu parles d'armes, de bataille. Et en fait, ce champ lexical, c'est comme si tu partais en confrontation, que tu étais en duel avec ton corps. Tu pars en lutte contre ton corps. Oui. Ça, est-ce que tu t'en es rendu compte, par exemple, quand tu as écrit ton livre? Oui, bien sûr que à l'écriture du livre, évidemment, toutes les choses, tu mets des mots sur les mots MAUX, hein. Donc moi, je m'en suis aperçu. Après, je le savais depuis longtemps. J'ai toujours fonctionné comme ça, c'est-à-dire que j'ai jamais vu mes prises de poids sont déjà un conflit avec moi-même, et un conflit pas seulement avec mon corps, mais avec mon esprit. Et donc forcément, quand je me mets en privation, la médecine te dit oui, il faut une hygiène alimentaire, il faut perdre que 1 kilo par mois et compagnie, mais quand tu en prends 30 ou 40, les 1 kilo par mois, ça te paraît tellement abstrait que tu te dis non, il faut que j'aille chercher 25 kilos de suite. Donc tu te mets pas dans un état d'esprit où tu vas te dire sur 4 ans je vais y arriver. Non, dans l'année il faut que ça soit réglé. Au moins la première partie. donc qui dit première partie, c'est pas je vais déployer une stratégie de combat léger et franchir des petites collines. Non, je suis au pied de la falaise, j'ai la falaise à monter maintenant. Donc c'est mode commando. Et il y a que comme ça que j'ai réussi à avancer dans ma vie et à rétablir
un équilibre précaire, mais un équilibre. Je comprends, mais c'est vrai que c'est très difficile. C'est très difficile de se dire que, en fait, à la place de construire, par exemple, une perte de poids comme un jeu, comme quelque chose de ludique, où on va apprendre des choses, on va pouvoir passer des étapes, où on va y aller progressivement. Toi, tu mets ton casque, tu prends ton bouclier, tu prends ta lance. Oui. Et par contre, tu as besoin, en fait, de rattraper tes démons, de passer en mode commando et de foncer, et de te faire mal aussi. Oui, de me faire mal, mais tout en sachant que le paradoxe de tout ça, c'est que tu as, au final, maintenant, avec le recul et avec l'âge et la raison, tu t'aperçois que t'es Don Quichotte, hein, t'es contre les moulins, hein. Ton petit bouclier, il fait rien, et ta petite lance toute brinque-ballante, elle peut rien faire contre un moulin. Donc tu t'aperçois que t'es en face d'un géant et que c'est peut-être pas la meilleure façon, mais en tout cas, c'est la seule que tu as. Parce que j'ai l'impression, tu me coupes si c'est pas le cas, mais que t'infliger des souffrances, c'est un passage obligé, une forme de punition méritée pour être en surpoids. Que tu dois souffrir pour y arriver. Tu dois te punir pour atteindre le succès. Est-ce que je me trompe? Est-ce que tu dois te faire mal pour y arriver? Est-ce que tu dois te punir pour y arriver? Alors ça fait un peu sadomaso, hein, mais je trouve que moi, j'ai l'impression que j'ai des démons. Comme je te dis, il y a une sorte de pas de bipolarité, mais presque de double personnalité. J'ai un démon et il faut que j'aille lui mettre une rouste. Donc oui, c'est punition à cette partie-là de moi. Mais c'est dur, t'es dur avec toi-même. Je pense que je suis très dur avec moi-même. Voilà. Et pourquoi t'as pas cette bienveillance en toi? Je l'ai pour les autres, mais j'ai pas encore trouvé le moyen de la mettre. Je l'ai parfois, là aussi, et on y viendra, mais là aussi, je pense que le sport vient t'apporter cette petite, l'estime de soi, le chemin se fait par un autre biais, en fait. Mais encore une fois, tu vas chercher des choses externes. Oui. Tu vas chercher des choses externes pour te faire sentir bien. Oui. Moi, je sais que j'arrive à être bienveillant avec moi. J'ai appris, j'ai travaillé sur ça. Bravo. Ça demande du temps, ça demande quelque chose pour être proactif, et c'est difficile. Hein, c'est vraiment difficile. Et toi, est-ce que tu as eu des étapes? Est-ce que t'as eu des moments où tu étais très très dur avec toi et tu sens que tu progresses sur cette étape-là, ou est-ce que t'as encore du mal à vouloir un petit peu ouvrir cette porte-là? On va dire qu'avec l'âge, tu as quand même aussi une façon de raisonner, un apaisement quelquefois, parce que peut-être que l'écriture du livre aussi a aidé là-dessus. Tu prends un petit peu de recul, sur certaines choses, mais si je vois la dernière année où juste après le Covid, j'avais une 30aine de kilos de plus, donc j'étais dans un stade très très compliqué, où j'ai connu, je crois pour la première fois de ma vie, le handicap que peut représenter l'obésité. Jusqu'ici, j'étais sauvé par, on va dire, par déni aussi, mais aussi par ma condition physique qui venait un petit peu contrebalancer un poids énorme, mais qui m'aidait quand même. Donc, mais là, quand tu arrives à 190 kilos, y a plus rien, il y a plus de souffle, il y a plus de, tu sais. Pour baisser, ça va être compliqué. Pour remettre tes chaussettes, ça va être très compliqué. Tout est compliqué. Moralement, tout est compliqué, physiquement, tout est compliqué, toutes les actions sont compliquées, le regard, mon propre regard sur moi-même est très compliqué vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis de ma femme, tout devient très complexe. Les fringues, n'en parlons pas. Comment ça va actuellement au niveau de ta santé? Est-ce que tu as fait des prises de sang? Comment tu vas? Alors je suis quand même suivi depuis maintenant une quinzaine d'années par le service d'endocrinologie de l'hôpital Nord à Marseille. Ce qui fait que j'ai quand même un suivi régulier avec des prises de sang, avec des tests d'effort si besoin. Je fais comme toute personne de plus de 50 ans un petit électrocardiogramme une fois de temps en temps pour vérifier que tout va bien. Voilà, je suis en diabète de type 2. Ce qui est logique vu mon poids. En revanche, je flirte avec les chiffres, c'est-à-dire que je suis pas encore tombé dans le dramatique. Voilà, donc on essaye de rester sur cette ligne de crête. Ce que j'ai bien aimé quand on avait parlé ensemble, c'est que tu avais dit je suis pas un bon élève, je suis pas un bon exemple. Ah ouais. Et tu avais une envie d'améliorer sa santé, mais en même temps de fuir sa santé. Oui, alors je suis pas un bon élève, bien sûr, parce que quelquefois on me dit oui, tu es un personnage inspirant parce que tu fais du sport, parce que machin, tout ça. Ah ben alors pas du tout, pas du tout. Je suis pas un exemple. Pour moi, l'exemple c'est celui qui en effet arrive à faire, se retrouve confronté à un problème, que ce soit l'obésité ou l'anorexie, puisque le parallèle, le contraire, c'est l'anorexie, et qui arrive à se remettre, soit grâce au sport, soit grâce à un autre dérivatif ou un autre Doliprane, on va dire, va finalement
retrouver un équilibre, retrouver une santé, trouver un poids qui est plus dans les normes, pas les normes par rapport aux autres, mais les normes pour être bien dans sa peau, ne serait-ce que bien dans sa peau. Moi, plus compliqué. Et encore une fois, tu viens mettre encore du noir et du blanc. Ça veut dire que tu vas être, faut être parfait, ou sinon, je suis pas parfait. Bah moi je suis pas parfait, mais on est d'accord, mais il y a bien un spectre entre les deux. Oui, il y a entre gris clair et gris foncé. Voilà, il faudrait être dans cette zone-là. Moi, je suis quand même toujours un petit peu très foncé dans le noir. Mais pour les gens, je veux dire, pour quelqu'un de lambda, il faut quand même essayer de rester dans une zone entre le gris clair et le blanc. N'existe pas non plus, tu vois. Mais je pense que tous les gens qui sont en obésité, s'ils peuvent redescendre et retrouver un poids normal, je pense que ça fait plutôt du bien en général. Et concernant le diabète, est-ce que tu as pris des mesures, toi, dans ton quotidien? Tu arrives à mettre en place des choses? J'ai un suivi médicamenteux, basique. Voilà, je teste un peu les produits actuels, là, tout ce qui est Wegovy ou des choses comme ça. Donc ça m'aide un peu et c'est très bien. Ça permet de stabiliser. Tu avais dit en plus que tu arrivais à modérer certains sucres que tu pouvais faire. Alors j'ai modéré des sucres. Je suis pas très sucre, mais pour te donner un exemple, quand je suis dans un moment de difficulté ou un moment un petit peu où émotionnellement je suis un peu touché, je suis capable de manger 1 ou 2 tablettes de chocolat. J'aime pas le chocolat. Tu n'aimes pas le chocolat? Non, je n'aime pas le chocolat. Je suis pas fan. Okay. Mais ce moment-là, il y a pas une question d'aimer ou pas aimer. Mais c'est ce que je te disais, la notion par rapport au plaisir et au plaisir de la nourriture, c'est qu'à un moment j'aime pas, mais je prends la tablette, il y a 3 bouchées, elle est tombée la plaquette. Donc en 1 minute, j'ai réglé le problème de la tablette de chocolat. Voilà. Et en plus, en général, ça t'ouvre l'appétit, donc tu vas chercher autre chose et c'est là où tu es dans l'excès absolu, quoi. Et le déni. Quand est-ce que tu as su que le surpoids pouvait entraîner des problèmes de santé? C'était avec ta maman? C'était à un moment donné en faisant ta prise de sang? Quand tu as une maman qui est inerte sur un canapé, qui bouge plus, qui a du mal à se lever, qui ne fait plus rien pour toi, qui ne sort plus de sa maison, les dernières années de ma mère, c'était sur un lit médicalisé dans sa chambre. Donc à partir de là, tu te dis que oui, l'obésité peut t'amener à la fin. à une issue fatale. Donc oui, tu prends quand même enfant non, mais plus tard tu vois bien qu'il y a une problématique qui peut t'amener très loin. Et quand t'entends un médecin qui va te dire tout simplement, Vincent, c'est facile, mangez moins, bougez plus. Qu'est-ce que tu lui réponds par rapport à tout ce qu'on vient de dire depuis une vingtaine de minutes? J'y réponds, les messages publicitaires, c'est très bien. Les punchlines, ça fonctionne toujours, mais ça fonctionne pour 70% des personnes. Pour 20% qui restent, tu vas avoir... ça va pas être forcément exactement de la même manière. Et puis pour les 10% et voire les 2% très réfractaires, ça marchera pas. Ça marchera pas, tout simplement. Donc il faut aller chercher d'autres dérivatifs si tu vois que ça fonctionne pas. Et encore une fois, on en discutait. C'est une question d'éducation alimentaire, c'est une question d'environnement, c'est une question génétique. Donc ça veut dire que il y a des spectres qui vont être très importants. Il y a une question d'environnement. Il y a une question... Complètement. On dit toujours que c'est multifactoriel. Enfin, on dit toujours non. C'est multifactoriel. Et puis les papiers médicaux qui sortent depuis longtemps vraiment insistent là-dessus. Il y a la part d'hérédité. Moi, au début, je me sentais vraiment complètement coupable. Bon, il a fallu que j'attende 50 ans et d'apprendre qu'il y avait une partie héréditaire, donc le legs de ma maman. Il y avait peut-être une partie de ses propres, d'abord de son anxiété, de sa mélancolie, même si c'est pas à son niveau, mais en tout cas dans le corps, je vois bien que j'ai gardé une partie de ça. L'éducation, évidemment, quand tu as une maman qui se lève la nuit pour manger, tu as acheté 16 yaourts pour la semaine et que en une nuit elle a mangé les 16, l'image que tu as de la nourriture, c'est ça. Tu vois, donc toi, au moment où ça va pas bien, ça sera peut-être pas les yaourts parce que bon, j'aime pas les yaourts nature, mais tu vas prendre autre chose, tu vas le consommer très vite et dans l'excès parce que tu as vu ça depuis ton plus jeune âge. Donc voilà, tu aux mêmes problématiques, tu vas prendre une réponse qui n'est pas la bonne, mais tu prends celle que tu as vue. Et dans tout ça, t'as quand même un plaisir qui est ressorti quand même quand t'étais petit, c'est la course à pied.
Incroyable. T'es tombé amoureux de la course à pied. Ouais. Ou la course à pied est tombée amoureuse de moi. On ne saura jamais. On ne saura jamais. Ouais, chose assez incroyable. J'étais plus prédestiné à faire. Bon, j'ai pratiqué d'autres sports, mais j'ai fait un peu de sport de combat. J'aurais très bien pu continuer dans les sports de combat où j'avais forcément un petit peu de la carrure aussi. Et puis le rugby où j'étais, je courais vite et j'avais une carrure de rugbyman. Donc et puis j'aimais bien aller au contact aussi, donc j'avais pas de souci là-dessus. Et puis la course à pied est arrivée vraiment pof comme quand ça. T'avais 7 ans, c'est ça? Alors non, la course à pied est arrivée quand j'avais 15 ans. Oui, c'était pour tester parce que j'avais mes notes. Tu suis pas. Non, j'avais 15 ans. 15 ans. J'avais 15 ans et c'est un film. Voilà, un film. Alors à l'époque, on n'allait pas forcément toujours au cinéma pour des raisons aussi financières quand on est dans une famille peu aisée. Mais moi, c'était en cassette vidéo. Voilà, je le dis, j'ai pas honte. C'était Rocky avec Sylvester Stallone. C'était le Rocky 3 où ils couraient sur la plage, machin, tout ça. C'était voilà. Moi, j'ai vu ça. Je dis, c'était pas le premier où ils montent les escaliers, Philadelphie, tout ça, c'était le 3. Et puis ensuite, l'année d'après ou 2 ans après sort, là je vais le voir au cinéma, le Rocky 4 avec le Russe en face, la préparation, tout ça. Et là, ça a été l'apothéose, c'est-à-dire que je suis rentré vraiment dans le vif du sujet. Tu t'es nourri de ce film-là pour commencer à en faire. Oui, parce que déjà on parlait de combat, de choses comme ça. On est dans cette rhétorique-là, on est dans cet état d'esprit. Et moi, je suis rentré complètement en me mettant moi-même au défi. Moi, c'était courir, c'était comme un ring de boxe, quoi. J'allais au combat et j'ai pu commencer à faire des courses donc et à me mettre un dossard en pensant que j'étais le plus grand athlète du monde. Et bon, voilà, à 15 ans on déchante vite. Surtout que j'étais déjà un petit peu cerné par l'embonpoint, 12 euphémismes. Et donc non, et voilà, je suis rentré dans ce sport comme on fait de la boxe, quoi. Je suis rentré dans un combat, je me suis éclaté très vite. Tu te souviens de ta première course? Ouais, je m'en souviens très bien. Je crois que je la décris pas trop mal dans le bouquin. Je me souviens de détails. Je me souviens d'être parti comme un déjanté avec les mecs du début, d'avoir explosé en plein vol. Mais alors très vite, et de me retrouver dernier, mais loin derrière, et d'avoir essayé de grappiller pour faire. À l'époque, c'était même pas 10 km. Je crois que c'était 8 km et demi, tu vois, précisément. Tu vois, donc j'ai vraiment des souvenirs assez précis de ça. Et d'avoir et d'être simplement heureux de faire ce truc-là, de faire ce défi, de ce challenge avec moi-même. J'avais pas la notion, t'es dernier ou t'es avant-dernier ou peu importe. Ça a vite, tu vois, j'ai pas eu de problème d'orgueil. Il y a un côté dépassement de soi, il y a un côté d'ambiance. Mais tu finis, t'es tellement heureux, j'avais la banane, voilà, donc, et à partir de là, ça m'a plus jamais lâché. Est-ce que tu as senti du jugement, toi, de personnes qui ont pu te regarder en train de courir et avoir des critiques sur ton poids? Le jugement, tu sais, tu l'as d'entrée à l'école primaire, à la cour de récré. On est bien d'accord. Ça commence là. Après, ça s'accentue. De nos jours, on va dire qu'il y a un truc qui s'appelle les réseaux sociaux avec les pseudos derrière. Donc là, tu l'as de façon exponentielle et gravissime. Tu l'as vécu? Et très dur. Moi, je l'ai vécu un peu à l'école, je l'ai vécu, voilà. Bon, après, comme j'étais à la fois gros, mais en bonne santé, celui qui voulait, je cite toujours le moulon, ce qu'on appelait le moulon quand on était enfant dans la cour de récré, c'est tous les enfants qui se jettent sur un, alors soit parce que c'est le plus bête, soit c'est parce que machin, et puis, évidemment le plus gros c'est très tentant. Donc t'as tous les enfants de la cour de récré, les petits caïds et tout qui viennent, qui se jettent. Par chance j'étais aussi fort, et donc j'en prenais un, je le jetais comme ça, et ça calmait un petit peu les ardeurs. Donc oui, il y a eu voilà, le gros, voilà. Bon, après, plus ou moins, je l'ai pas forcément bien vécu, mais je l'ai intégré dans ma façon de vivre. Et puis plus tard, c'est plus mon autodérision et le regard que j'ai eu sur moi-même qui a joué, voilà. Donc si quelqu'un m'aimait pas et que je n'aimais pas, bon, se permettait une réflexion, j'étais capable, de l'envoyer paître. Gentiment. Oui, gentiment. Oui. Mais en tout cas, non, franchement, j'ai vite vu que il y avait bien pire dans la vie, quoi. Mais ça fait pas plaisir.
Mais ça fait pas plaisir. Et ça fait toujours une marque quand même, malgré tout. Ce sont des petites blessures, ce sont des petites cicatrices qui viennent, voilà. Mais t'as pris du recul sur ces cicatrices, mais ça fait jamais plaisir. C'est pour l'anecdote, puisque en course à pied aussi, tu as le regard. Bon, une fois, je suis parti devant à Marseille-Cassis, dans le SAS Elite. Quand tu arrives au milieu des Kenyans et que les Kenyans te regardent, tu vois, moi je riais intérieurement, tu vois. Eux, ils se demandaient quand même. Ils disaient, mais bon. Donc ça, c'était la boutade, mais c'était. Et t'as gagné cette course d'ailleurs. Hein. Ouais, bien sûr. En partant de la fin, je l'ai gagné. Non, mais par contre, j'ai eu des réflexions. Je m'en souviens très bien sur un Marseille-Cassis. C'était assez étonnant. Un enfant, le regard de l'enfant est terrible et en même temps pas méchant, mais il est terrible. Et moi, je cours pas vite, donc j'entends en plus les gens. J'ai le temps j'ai le temps d'apprécier le paysage et j'ai le temps aussi d'entendre. Et là, un gamin dit à sa maman, oh, regarde le gros monsieur qui court. Alors, moi, j'étais à un âge où, mais sa mère a répondu du tac au tac. Ouais, mais c'est pas comme ton père qui se bouge pas. Tu vois, et donc tu vois, finalement, tu peux avoir des gens, voilà, j'en ai reçu allez gros, vas-y, machin, viens toi. Toi, t'es spectateur, là, t'es derrière, là, viens te mettre sur la course et te mettre un peu, on va voir ce que tu fais. Tu vois, donc voilà. La majeure partie des gens, on en parlait de pourcentage, si tu regardes sur une course, t'as plus de gens qui vont t'encourager. Les gens qui vont dire c'est bien ce que tu fais. Toi, tu vas les encourager. Les champions, en général, les élites, j'appelle ça champion, j'aime pas trop le terme parce que pour moi, c'est réservé à ceux qui sont vraiment au-dessus. Mais les élites, en général, ils se mettent tellement de charges pour arriver à être tout en haut qu'ils savent aussi ce que c'est que l'effort. Et quand ils voient un mec ou une dame d'un certain âge, d'une certaine morphologie qui se met chiffon comme eux, en général, le respect, il est là. Tu sais, là, tu as l'estime, tu vois, qui revient. Donc, après, le reste, tu vois, les petites moqueries de base, j'ai passé l'âge. C'est qu'on vit dans un monde de performance. On dit, bah ouais, mais il va courir à telle allure, à tel temps. Ouais. Mais non, ce qui est important, ça va être toi de surpasser ce que tu es capable de faire et d'essayer d'oser finir cette course. Et c'est ce que tu fais. Ouais. Après, moi, je suis un compétiteur aussi. Mais par rapport à toi-même. Par rapport à moi-même. C'est-à-dire que je suis rarement satisfait de mes chronos tout pourris que je fais en ce moment. J'ai bien compris, mais mais en même temps. Encore de la bienveillance. Non, mais parce que quand tu te mets dans un esprit de compète. Ça, c'est sûr. Si tu te mets un dossard sur le bide, à un moment, c'est pour avancer, quoi, tu vois. Donc, si j'arrive et que j'ai mis 15 minutes de plus que l'année d'avant, parce que chez les meilleurs, ou même dans le milieu du peloton, ça se joue à 2 minutes ou 3 minutes, tu vois, avec l'âge et tout, il commence à... Mais moi, c'est quelquefois des variations de 15, 30 minutes, tu vois, voire en trail d'1 heure, ouais. En fonction de ma prise de poids ou pas. Et là, non, je suis pas content. Je suis pas content, mais en fait, je suis pas content 5 minutes. En fait, quand j'arrive, je suis tellement heureux d'avoir réussi et de m'être dit, ben ouais, mais au moins tu l'as fait. Tu vois, et même si c'est quelquefois des courses de 5 km parce que j'ai pas pu faire plus et que je les ai faites à la ramasse et en courant comme dans Walking Dead, je l'ai fait. Voilà, j'y suis allé, je suis sorti un matin, je suis parti, il faisait pas beau, il faisait nuit, il y avait du givre partout, j'aurais pu rester à la maison sous la couette et tout. Non, je me suis levé, je me suis mis en tenue, je suis allé retrouver les gens, j'ai fait ma course, j'ai transpiré alors qu'il faisait -3. Non, je suis heureux. Voilà, le bonheur, il est là. Et toutes tes lignes d'arrivée sont exceptionnelles? Ah ouais. Ouais. Pourtant, tu vois, en presque 40 ans de course, je pourrais dire non, je crois qu'il y a de la première, voilà, de mon premier souvenir jusqu'à une dernière course il y a pas très longtemps, qui est un peu particulière. J'ai eu la chance d'être parrain d'une course de l'intégration et de l'inclusion à Marseille, donc tu cours avec des invalides, avec des valides, avec des gens en fauteuil, avec des gens qui ont des problèmes psychomoteurs, tout ça, et tu te retrouves là, et quand tu vois l'enthousiasme, l'énergie, l'ambiance, le bonheur qu'ont ces gens-là à se mettre au défi, leur propre défi, tu vois, avec eux-mêmes, pas face au chrono. Ils se le mettent, le chrono. Ils veulent être le premier et tout. Tu vois, mais quand tu vois cette ferveur-là, bah, tu te dis, mais attends, t'as pas à te plaindre. Quoi qu'il arrive dans ta vie, t'as pas à te plaindre. Je vois déjà les commentaires qui vont arriver. Ça va être,
courir, c'est pas bon pour les articulations. Il y a cette croyance qui va arriver là dans les commentaires. C'est une obligation. Bien sûr. Moi, je vais te répondre d'un point de vue scientifique, mais avant, j'aimerais bien savoir ton avis, toi, sur ces personnes-là qui te répondent « Oui, mais courir va te faire mal aux articulations, ça va t'abîmer, etc. » Alors, je vais être très clair, et c'est là où je ne me positionnerai jamais en exemple voilà. Moi, j'ai mon propre parcours, j'ai ma propre histoire. Je n'ai pas réfléchi à un moment donné dans ma vie, quand j'avais 15 ans, quand j'avais 20 ans, quand j'avais 30 ans, est-ce que tu vas avoir des problèmes d'articulation à 50 ou 60 ans, quoi. J'ai juste vécu et vécu des moments fantastiques pendant ce laps de temps. C'est-à-dire que à aucun moment je me dis non. Moi, mon problème, il était autre. Il était 60 ou 80 kilos de plus que la moyenne. À partir de là, tes problèmes d'articulation, que tu cours pas, tu les auras. De toute façon, tu les auras un jour. Et ça commence. 55 ans, ça commence un peu à couiner, la hanche qui commence un peu, tu vois. Les genoux, je sens que voilà, c'est peut-être mes dernières années où je vais pouvoir encore trottiner, et voilà, je sais pas de quoi va être fait l'avenir. Je dis simplement que le bénéfice que j'ai eu moi dans ma vie, grâce au sport et grâce à la course à pied, comme je te dis, que j'ai pas choisi. Le choix s'est fait tout seul, naturellement. Il est tellement puissant, il est tellement fort, il m'a apporté tellement que maintenant, je suis ni plus ni moins que quelqu'un qui va arriver dans un certain âge où, de toute façon, des soucis, je vais en avoir d'autres. Mais est-ce que j'en ai plus qu'un de mes copains qui est élite, coureur depuis très longtemps et qui a déjà 2 genoux en carbone? Je suis pas sûr. Voilà. Vivre. Tu vis intensément grâce à la course à pied. Alors moi, je vais te donner mon avis sur ces croyances-là. En fait, il faut arrêter de concevoir le corps humain comme une voiture. Le corps humain n'est pas comme une voiture. Il y a des scientifiques, à partir des années 1980, ils ont commencé à se poser des questions d'un modèle mécanique du corps humain. Le corps humain, il s'utilise comme une voiture, je vais utiliser mes pneus, je vais utiliser mon moteur, etc. Mais progressivement, on a remarqué que on s'éloignait, avec les études, de ce modèle pur, d'un modèle mécanique. Notamment cette étude de Bellavie en 2017, notamment sur la course à pied. Bellavie, c'est un scientifique qui a voulu regarder ce qui se passait au niveau des disques intervertébraux quand on courait. Les disques intervertébraux, si j'arrive à le dire, c'est des petits amortisseurs dans ta colonne vertébrale. Et en fait, il a pris 3 groupes de coureurs, un groupe qui était sédentaire, un groupe qui courait 30 km par semaine et des coureurs qui couraient 50 km par semaine. Et ce qu'il a remarqué, c'est que plus tu courais, plus tu avais des disques qui étaient hydratés, qui étaient en meilleure santé. C'est ce qu'on appelle les glycoaminoglycans. C'est des petites molécules à l'intérieur qui vont montrer que ton disque est en meilleure santé. Et c'est bizarre. Cette courbe-là, elle monte. Ça veut dire que si on était une voiture, ce serait pas comme ça. Ce serait plutôt l'inverse. Plus on va courir, plus on va utiliser son disque, et moins il va être performant, moins il va être en forme. Il y a une deuxième étude qui est venue à la suite. C'est le JOSPT, donc c'est le Journal Orthopedic Sport and Physiotherapist. J'ai réussi à le dire. D'un coup, bravo. Qui a fait une méta-analyse, donc ça veut dire c'est un regroupé plusieurs études, et il y avait 125 000 personnes sur cette étude-là. Ils ont regardé la prévalence de l'arthrose au niveau de la hanche et du genou. C'est quoi la prévalence? C'est le nombre de maladies à un moment donné. Et donc, on regarde sa prévalence. Il a regardé encore une fois 3 groupes. Il y avait les personnes qui étaient sédentaires, des personnes qui étaient des coureurs récréatifs, donc comme toi, qui couraient en loisir, et des coureurs professionnels. Là, c'était l'élite. C'était les personnes qui couraient pour les Jeux Olympiques. Eh ben, ils ont remarqué que les sédentaires avaient 10,2% d'arthrose, les coureurs récréatifs 3,5% d'arthrose, et les coureurs, et en fait la courbe remontait après pour les coureurs professionnels à 13,3% d'arthrose. Donc autrement dit, on a une courbe en U, avec de pas courir, d'être sédentaire, de ne rien faire au niveau des articulations, eh bien, c'est mauvais. Il y a un impact au niveau de l'arthrose qui était plus important. Mais
il y avait aussi un aspect quantité, où quand on faisait trop, eh ben oui, il y avait une dégradation qui était un peu plus importante au niveau des articulations. Mais encore une fois, on sort de ce modèle mécanique. Si c'était un modèle mécanique, on aurait une ligne droite linéaire qui montrerait bien que plus on court, plus on dégrade ses articulations, et donc plus on abîme. Et donc les chercheurs ont déterminé que on est plutôt à une prédominance, un modèle qui va être plutôt biologique. En fait, ce qui est rigolo, c'est qu'on conçoit facilement que quand on va travailler un muscle, le muscle il va prendre en volume. Mais on n'arrive pas à concevoir que si on travaille une articulation, si on vient courir et solliciter une articulation, eh bien, cette articulation va pouvoir devenir un petit peu plus forte, va pouvoir augmenter en termes d'hydratation, va pouvoir augmenter en protection. Après, bien évidemment, il y a une question de progression à tout ça. Si j'ai pas l'habitude et que je vais tout de suite faire une activité qui va être trop intense, ben, je vais me blesser. On est d'accord. C'est pas bon. Et puis, encore plus quand on est en surpoids. On sait que le surpoids, ça va entraîner malgré tout une charge plus importante et donc une quantification de l'activité qui va être différente. Mais par contre, il faut sortir de ce dogme de dire que la course à pied va obligatoirement abîmer les articulations. Ça, c'est complètement faux. On le sait au niveau scientifique. Il faut sortir de ce schéma d'un modèle purement mécanique et réfléchir dans un modèle biologique. Dans ce modèle biologique, j'ai aussi un autre argument que j'ai adoré. Les astronautes, ils sont ultra entraînés et quand ils vont partir dans l'espace, ils vont revenir, ils vont perdre de la densité osseuse. C'est-à-dire qu'ils vont avoir les os d'une personne âgée quand ils vont revenir de l'espace. C'est fou, ça. Et pourtant, il n'y a pas de pesanteur. Non. Il n'y a rien. Ah oui. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le corps a besoin des contraintes, le corps a besoin de contraintes progressives. Mais encore une fois, le surpoids va entraîner d'autres composantes au niveau aussi biologique, notamment avec ce qu'on appelle de la leptine qui va venir un petit peu faire une inflammation de bas grade au niveau des articulations. C'est pour ça que on a un peu plus d'arthrose chez les personnes en surpoids et en obésité au niveau des mains et au niveau des genoux. Mais la course à pied en surpoids, la course à pied en situation d'obésité n'est en aucun cas un frein. Vraiment, et ça je tiens à le dire, à le répéter, on le répète tout le temps, on est obsessionnel avec RAS, mais c'est important. Et surtout, c'est un outil formidable pour toi qui va t'apporter un plaisir et qui va t'apporter aussi une belle façon de vivre et de t'exprimer avec ton corps. Tout à fait. Alors dans tout ce que tu as dit, bien sûr, j'abonde complètement dans ton sens, et la partie physiologique, moi je la connaissais pas sur la partie osseuse. En revanche, où je peux rebondir sur ton sujet, sur la partie musculaire, là c'est empirique ce que je vais dire, mais moi, si on regarde les derniers scanners que j'avais fait, je sais plus comment c'est, le M+, ou quelque chose comme ça, où on te sépare la masse lipidique des masses maigres et des masses fortes. Bon, moi je me retrouvais finalement, quand tu enlèves le gras, à 95 kilos. Donc organes, les os et les muscles, ça fait déjà un beau bébé quand même, hein. Donc en fait, moi, je pense que déjà, la masse musculaire, parce que je me prépare aussi quand je fais des courses, suivant les challenges que je me donne, je vais aller refaire de la musculation, je vais aller faire de la renfo de dos, je vais aller faire du gainage qu'on voit pas sous ma grosse couche de Nutella, mais j'ai bien une tablette de chocolat qui doit être bien cachée dessous. Mais non, je pense qu'il y a aussi, en plus des os, il y a la masse musculaire qui vient t'apporter, te porter, c'est même pas t'apporter, c'est te porter et porter la carcasse que tu as sur toi. Donc moi, je suis entraîné depuis des années à me porter, et même au niveau cardiaque. Donc du coup, bien sûr, tu l'as souligné, et c'est là aussi que je dis que je suis pas un exemple. Quelqu'un qui est en obésité, qui n'a jamais fait de sport, surtout ne pas partir comme un dératé et faire n'importe quoi. Il faut s'adapter, il faut se faire aider. Maintenant, il y a du coaching un peu partout. Tu sais que nous, on a un programme La Fusée, et les personnes en surpoids, ils vont courir la première séance 1 minute. C'est très bien. 1 minute. Mais c'est très bien. Et c'est déjà. Et tu sais que c'est peut-être la minute la plus difficile pour quelqu'un qui n'a jamais rien fait. Ou même moi, je veux dire, quand je m'arrête, que j'ai des problèmes, que pendant un mois ou que j'ai une blessure,
je m'y remets, mais peut-être que la première minute, c'est la chose la plus terrible qui puisse arriver. Alors que je suis capable de courir 6 heures ou plus. C'est incroyable quand même. Et tu te dis, finalement, c'est ce fait d'amorcer le souffle que t'as plus, parce que moi je suis un diesel qu'il me faut au moins 15-20 minutes avant de commencer à être chaud. Voilà. Donc 1 minute, c'est très bien pour démarrer. Ce que j'ai bien aimé aussi, avec un concept que tu as dit, c'est que tu utilises pas le sport pour perdre du poids. Non. Ça, je trouve ça aussi incroyable, c'est que le sport, la course à pied, tu es un coureur. C'est ton identité. Ouais. Et cette identité-là te permet d'essayer de faire un peu plus attention aussi à ton poids. Ouais. Ouais, ben en fait, je n'ai jamais utilisé la course à pied pour perdre du poids. Sinon, j'en serais peut-être même pas là à parler et je serais svelte. donc non, ça a jamais marché et parce que je l'ai pas souhaité, mais simplement moi la course à pied est devenue un art de vivre. C'est devenu une passion dévorante, même plus que la bouffe. Donc non, c'est devenu une passion et donc voilà, c'est devenu vraiment ma vie. C'est devenu quelque chose de viscéral, en moi, j'ai besoin de prendre mes baskets, de me mettre un short et de sortir. Par contre, et là tu as raison, quand je dois m'inscrire à une course, 5 km, 10 km, au talent, j'y vais. Au talent. You're in the nose. Non, c'est toujours difficile. mais si je veux m'inscrire sur un challenge, mais même en effet pour 10 km, pas plus tard qu'en juillet dernier, me mettre un dossard, pour moi, c'est un challenge, c'est un défi. Donc, même si je sais que le chrono il sera pas, que je vais galérer comme pas possible, le temps qui va précéder, je vais d'abord me réentraîner, recourir un peu plus, faire des séances supplémentaires, faire peut-être un petit peu de fractionné. Alors moi, c'est des fractionnés à 7 km/h, hein. C'est max. Parce que très bien. Ouais, mais parce que je me suis adapté. J'ai une foulée rasante, j'ai pas une foulée qui tape, parce que sinon mes tendons exploseraient et mon cardio avec. Donc non, je me suis adapté. Mais en revanche, je vais arriver aussi, et ça c'est peut-être le plus important, à pendant un moment reprendre le contrôle sur mon alimentation, sur mon esprit aussi. Voilà, ces moments de déni et tout. Non, il y a un moment où je vais pouvoir reprendre le contrôle. Ah, c'est très bien. Et faire attention. Alors, on va dire, entre guillemets, à ma ligne, mais c'est surtout à ce que j'ai dans l'assiette, à ce que j'ai sur une semaine en termes d'alimentation. C'est-à-dire, je sais que je vais avoir à un moment des moments durs la nuit où je vais me réveiller quasiment comme un somnambule et que je vais prendre un truc dans le placard qu'il faut pas. Mais en compensation, je vais être vraiment dans le contrôle tout le reste du temps. Donc, ce qui fait qu'il va y avoir une petite perte de poids. On va pas se mentir, c'est pas... Ouais. Mais les petits efforts... Mais c'est 4 kilos, 5 kilos, 4 kilos, 5 kilos. À partir de la cinquantaine, quand on a été dans le yo-yo et dans l'excès depuis des années, 4 kilos, 5 kilos, faut aller le chercher. Et ça, j'y arrive. Et grâce au sport, à la course à pied. Mais t'as de quoi quand même être fier de tout ça, de ce que tu as pu accomplir en tant que sportif. Tu vas pas y arriver à le dire. Non, je suis un éternel insatisfait, mais c'est comme, je pense que c'est comme un, je peux faire le comparatif avec un artiste qui fait une toile, une fois il a fait sa toile, il est content 30 secondes et puis après, poum, ça passe à l'autre. Moi, j'ai un peu ce sentiment-là, voilà. C'est très rare que j'arrive à surfer longtemps sur ce qui pourrait être une victoire. Mais, dans le temps, finalement, ça m'aide quand même à avoir, à éviter d'avoir trop de difficultés. De toute façon, si je n'avais pas eu le sport et la course à pied, là aussi, on serait peut-être pas en train d'en parler parce que, tu imagines bien qu'une personne qui arrive quasiment à 200 kilos sans activité physique, là, on se retrouve avec des problématiques fatales. On est bien d'accord. Quoi. Mais tu te définis pas par ton poids, tu te définis par tes valeurs et t'as des bonnes valeurs, t'as des fortes valeurs. Puis t'es quand même inspirant sur tout l'aspect de la course à pied, sur le dépassement de soi, la remise en question. Il paraît, mais c'est pas à moi de dire si je suis inspirant, parce que en tout cas je le vois. Non, j'essaie rien du tout. Vraiment, je me mets pas j'essaie jamais de me mettre en exergue, ou ça me met un peu mal à l'aise, mais en revanche, ce que je vois avec l'écriture du livre, de m'être lancé dans cette aventure, c'est-à-dire de témoigner de mon état, je reçois les témoignages des autres, et donc je suis pas seul. Tu vois, je suis pas seul à vivre
des problèmes, que ce soit l'obésité, que ce soit une obésité qui a été résolue, parce que j'ai souvent des gens qui viennent qui me disent, voilà, pas plus tard qu'à la Saint-Élion, il y a pas longtemps, un type qui, voilà, il arrive à chuter comme un machin et tout, mais avant j'étais en grave obésité et voilà. Et donc ça c'est beau. Toutes les histoires sont belles du moment qu'on arrive à avancer dans la vie, quoi. Toutes les histoires sont belles et la tienne en fait partie. Quelle est ta course qui t'a rendu le plus fier, toi? C'était cette Marseille-Cassis avec quelqu'un qui te double en fauteuil? Alors le fauteuil qui me double, c'était dernièrement sur la course Algernon à Marseille, donc cette course de l'intégration. Marseille-Cassis, non. Alors j'ai une grande fierté parce que c'est ma première grande course. D'abord c'était à Marseille, à domicile, on va dire. Tu passes devant le stade Vélodrome quand même, tu vois. Voilà. Non, puis tu te retrouves quand même au milieu de, à l'époque déjà 10 000 coureurs, maintenant il y en a 20 000. Tu es dans une ambiance complètement dingue. La route est sublime pour rejoindre Cassis, c'est vraiment un lieu magnifique. Et puis voilà, c'était mon premier grand défi, donc je pense que mon premier Marseille-Cassis, c'est quelque chose d'inoubliable. Et après, j'ai vécu des choses à chaque édition, parce qu'on vit des choses, qu'on soit devant ou qu'on soit derrière. Voilà, moi. En termes d'ambiance, encore une fois. Ouais, il y a des. En termes de moments de vie. Complètement. Il y a des tranches de vie en plein milieu d'une course. Alors évidemment les courses longues, parce que les courses courtes, bon, moi elles sont déjà longues au niveau du chrono. Moi ce que je dis souvent, c'est qu'un 5 km ça peut être très très long. Mais un 5 km, moi en ce moment c'est 1 heure, voire plus. Donc non, c'est 1 heure. Mais bon, j'arrive pas à faire moins. Donc je passe du temps à me faire mon 5 km, tu vois. Mais bon, avant j'arrivais à faire 10 km en 1 heure. Mais peu importe, chaque course a son histoire. Voilà. Moi, maintenant, je me dis plus, c'est pas grave, n'y va pas. En tout cas, voilà, je me prive pas d'y aller sous prétexte que je vais être moins bon ou exploser par rapport à l'année d'avant, quoi. Et c'est quand l'anecdote avec le gamin qui te dépasse? Alors, c'était à Algernon, cette course en octobre, où on était valide et invalide, 7500 personnes quand même. Ouais. Alors là, première anecdote, c'est que on me fait partir devant, comme avec les Kenyans à Marseille-Cassis. Okay. Tu pars devant, t'as 7500 personnes derrière qui sont, mais les dents qui rayent le goudron pour venir faire un chrono, valide ou pas, je peux te dire que les 300 premiers mètres où il a fallu que je cours comme ça en sprint, mais mon petit sprint à 7,5 à l'heure, et essayer de me mettre sur le côté parce que j'ai vu tout le monde débouler sur moi. Voilà, j'ai failli crever sur les 300 premiers mètres. Quand tu dis la première minute est la plus difficile, je te confirme, ça a été une des, mais c'est phénoménal. C'est juste, tu vis un truc quand tu vois les gens te heureux, te doubler. Voilà, moi j'ai eu ça. C'est très touchant. Un fauteuil roulant, un gamin qui passe mais comme une fusée, et il y avait les dents derrière et tout machin, et il dit ouais, je suis une fusée, tu vois. Et je me suis vu, moi, dire la même chose dans ma tête quand je faisais mes courses sur la corniche, que j'avais 15 ans, que j'avais 20 ans, où je croyais que j'étais le plus grand athlète du monde, quoi, et que je me voyais être partir comme une fusée à 200 à l'heure, alors qu'en fait, j'étais à 8,5. Mais tu vois, c'est des moments magiques. Est-ce que tu as réussi à refermer une partie de tes cicatrices, toi? Non, elles se refermeront sûrement pas. On peut pas dire que je suis en paix avec moi-même. Non, elles se refermeront pas, mais j'ai mon échappatoire, j'ai mon exutoire, j'ai ma vie de famille, j'ai mon job, j'ai des racines solides. Après, voilà, je sais que je serai toujours en train de naviguer entre deux eaux et que je serai jamais tranquille jusqu'au dernier souffle. Mais on peut très bien vivre comme ça en avançant. Et te faire accompagner, te faire aider, parce que t'as parlé de te faire accompagner, aider quand tu débutes la course à pied au niveau physique pour prendre soin de toi. Est-ce que te faire accompagner toi, et c'est ce que je conseille, moi, c'est un accompagnement physique à certaines personnes et un accompagnement psychologique avec d'autres personnes pour pouvoir avancer, pour en fait prendre du recul, pour pouvoir être proactif sur quelque chose où c'est compliqué en fait de poser des mots. Est-ce que toi tu as essayé de te faire accompagner psychologiquement?
Alors j'ai essayé, et pour être très honnête, que ce soit aussi même physiquement, puisque j'ai eu des coachs pour me préparer, notamment pour le marathon de New York il y a 15 ans maintenant. Oui, je me suis fait aider. Quand j'étais à 190 kilos, pour reprendre une activité régulière, j'ai repris un coach, un bon ami qui m'a aidé à ne pas brûler les étapes aussi, parce que j'avais tendance à vouloir faire trop, et avec un certain poids, faire trop, c'était la blessure assurée. Et puis psychologiquement, j'ai essayé, mais j'ai du mal, voilà, parce que j'accorde peu de confiance, j'arrive pas à me livrer. Bizarrement, tu vois, là, aujourd'hui, je crois que c'est super thérapie. Hein. Tu sais, on dit souvent que les kinés, ce sont des psychologues déguisés. Ouais, mais je veux bien te croire. Mais ouais, ou même les coiffeurs, hein, quelquefois, tu parles tellement avec ton coiffeur que tu ressors, t'es vachement bien. Non, moi, j'arrive pas forcément à me libérer d'un poids, mais parce que là aussi, il y a une histoire. Il y a une histoire avec la psychothérapie, celle qu'a vécu ma maman. J'ai une relation qui est biaisée avec le milieu médical mais c'est, je pense, mais c'est de trouver les bonnes personnes, en fait. Exactement. C'est une histoire de trouver les bonnes personnes. C'est ce que j'allais te dire. C'est qu'à un moment, tu trouves la bonne personne, et si ça te fait du bien, tu y vas. Moi, si on m'avait dit l'acupuncture, c'est la meilleure des solutions, et j'y vais, et ça me transforme, Inch'Allah, je deviens chinois, bouddhiste, tout ce que tu veux. Pour finir, quel est ton objectif, toi, actuellement, sur ta santé ? Est-ce que tu as des points où tu souhaiterais un petit peu t'améliorer pour retrouver un équilibre, en fait, dans ton déséquilibre ? Est-ce que tu as des choses simples où tu te dis, mais ça, c'est simple à mettre en place, ça, j'aimerais bien. Je sais aussi que dans ces objectifs-là, c'est juste accepter aussi. Oui. Alors, il y a plusieurs choses dans ta question. Il y a des choses simples à aller chercher. Alors moi, rien n'est jamais vraiment très simple chez moi. Je vais me mettre des barrières ou des obstacles qui n'en sont pas. Mais en fait, je vais quand même chercher à reprendre le contrôle. Tu parles d'acceptation aussi de soi. Il est évident qu'à 55 ans, moi, j'aurais très bien pu faire le choix de la chirurgie bariatrique. Je suis suivi en endocrino. J'étais sur un process de chirurgie pour faire soit une sleeve, soit un bypass. J'ai fait le choix. Il est très personnel, très subjectif, de pas me faire opérer. Pourquoi ? C'est absurde. Tu te dis, tu perds entre minimum 30, ce qui aurait pas été génial, mais tu peux pousser avec un bypass jusqu'à 60 kilos. Tu changes de vie. J'ai dit, est-ce que je veux changer de vie à 50 ans ? Moi, il m'a fallu des années pour me construire, comme n'importe quel homme. Tu te construis une carapace, je me suis construit en tant que mec costaud. Je dis pas gros, mais costaud. Je cite la petite précision. Costaud, c'est un mec d'un certain gabarit qui est finalement assez sûr de lui, avec ses problèmes, avec ses anxiétés, mais qui est finalement pas si mal dans sa peau que ça. Je dis souvent, pour la boutade, qu'à 130 kilos, je suis un avion de chasse. Voilà. Je suis mon propre avion de chasse, avec mon propre chrono. Alors, ça fait un gros porteur, hein, mais non, moi, je suis à 130 kilos, je me sens super bien. Je suis la fusée de ce gamin dans le fauteuil roulant. Voilà. Parce que je connais pas forcément en dessous non plus. Peut-être. Je vais finir par te montrer un extrait de témoignage qui m'a touché. Je pense que ça va te parler. Je vais te montrer ça. Pour cette anecdote, il faut juste que je te dise que c'est une personne aussi qu'on a reçue qui est en situation d'obésité et qui va raconter, elle, son parcours et un côté assez important sur est-ce qu'elle est heureuse dans cette situation d'obésité. Il y a quelques années, moi, j'avais une collègue de travail qui était en surpoids. Et beaucoup moins que moi, hein. Vraiment, elle était que en surpoids, alors que moi, je suis en obésité. Cette femme, elle s'empêchait de tout faire. C'est-à-dire que elle n'allait pas au restaurant avec son mari parce qu'elle avait peur qu'on la regarde et qu'on la juge. Elle n'allait pas à la piscine avec ses petits-enfants parce qu'elle avait peur du regard des autres. Elle n'allait même pas garer sa voiture de l'autre côté du pont parce qu'elle avait peur que les gens la voient traverser le pont et se moquent d'elle. Et cette femme, en fait, quelques mois plus tard, je la connaissais pas depuis très longtemps, malheureusement, en sortant sa poubelle, elle habitait à côté d'une voie ferrée, elle est passée sous le train. Donc elle est morte. Et elle a attendu toute sa vie, en fait, pour faire des choses, d'avoir un poids
sur une balance pour faire des choses. Et elle a jamais pu les faire. Et moi, ça m'a vraiment marqué. Je me suis dit, je n'attendrai pas de faire un poids sur une balance pour vivre ma vie à fond. Donc aujourd'hui, je suis épanouie parce que je me dis, la vie, c'est tous les jours. Évidemment, j'ai envie de perdre du poids. Évidemment, j'ai envie de vivre encore plus longtemps. Donc de faire des choses pour vivre le plus longtemps possible et leur meilleure forme physique possible. Mais ma vraie vie, elle est là, maintenant, tout de suite. Et donc je la vis à fond, là, maintenant, tout de suite. Elle est belle, cette dame. Hein. Elle est belle parce qu'elle dit, parce qu'elle ressent. C'est un peu le résumé de ma vie. Je te parlais de mes 2 étoiles, donc de mes parents qui sont partis et qui n'ont pas vécu ce qu'ils auraient pu vivre. Ma maman avait des talents artistiques dingues. Sa maladie l'a détruite. Mon papa m'a appris la randonnée, l'amour de la nature, de la montagne, les sorties de vélo. C'est lui qui m'a finalement initié au sport et à l'amour de la nature. Lui, il a rien. Il a fait quelques trucs. Il a transmis. Il a eu le temps de transmettre. Voilà. Mais lui-même n'a pas vécu le tiers du quart de ce qu'il aurait pu faire. Tu vois. C'est un peu cette personne qui passe sous un train alors qu'elle n'a pas vécu, quoi. À un moment, faut croire en ses rêves, faut adapter ses rêves à sa réalité. C'est un petit peu ce que je fais. Mais ouais, c'est très beau. Moi, j'ai vécu des choses en 40 ans, sur les 40 dernières années de passion de la course à pied. Je suis allé courir à New York. Je suis allé au pied du Mont Blanc, à 3500, à 4000 mètres d'altitude, faire 2-3 bricoles, aller voir si c'était beau là-haut. C'est beau là-haut. Ça, on peut pas me l'enlever, quoi. Voilà. Même avec 2 rotules nouvelles et une hanche en carbone, on m'enlèvera pas ça. Donc, non, je vais continuer à vivre. Mais super, très beau témoignage. Merci beaucoup, Vincent. Merci à toi. C'était super.